que ce soit ici à Vincennes pour la 9e édition du festival. Et cette soirée va être animée par Bruno Corti du Figaro littéraire, qui est au milieu de cette noble assemblée. Et avant de donner la parole à Bruno, je vais donner la parole à Charlotte Libert-Albanel, le maire de Vincennes, qui a une petite surprise pour chacun de nos invités. Before we let you start the panel with Bruno Corti from the Figaro littéraire, Charlotte Libert-Albanel, the mayor of Vincennes, is here and she has a little surprise for every one of you. Merci Francis, bonsoir à toutes et à tous. On est évidemment ravis, je vais me pousser parce que c'est pas moi que vous êtes venus voir, c'est bien eux. Donc je suis vraiment très contente de vous retrouver ici ce soir et des visages familiers qui ont déjà déambulé dans les allées, dans les conférences déjà de cet après-midi. C'est pour nous un grand honneur de vous recevoir ici ce soir. Je vais laisser Francis faire la traduction parce que je pense que ce sera plus compréhensible pour tout le monde. Well, the mayor of Vincennes says that she may have crossed a few people here who have been to today's events, and it's a great honor for Vincennes to welcome every one of you tonight. Alors ces moments, ce sont pour Vincennes des moments inoubliables, et donc chaque moment inoubliable à Vincennes, nous y consacrons à la fois un petit peu de temps, un peu d'énergie, et surtout on veut laisser un souvenir à nos invités, et ça va être le sens de la médaille que je vais vous remettre dans un instant, qui est la médaille de la ville. Nous sommes très heureux de vous donner cette médaille qui est le symbole de notre bienvenue à Vincennes, du temps que vous allez consacrer pour nous et puis pour la littérature évidemment à Vincennes, en vous remerciant vraiment très sincèrement d'être venus ici ce week-end et de passer tout ce temps avec les Vincennoises et les Vincennois qui bien sûr vous le rendront bien puisque je sais qu'ils vous poseront moult questions et surtout qu'ils prendront beaucoup de plaisir et c'est ça qui est important. So to mark this event and your presence in Vincennes tonight, the city of Vincennes is going to grant every one of you the Medal of Honor of the city. And the mayor is going to give you this medal. It means that, you know, it's a way to acknowledge your visit and to thank you for the time you're going to spend over the next days and events to meet your readers and to meet all the people of the city and people from elsewhere who have come to listen to you and to hear about fiction and about literature. So the alphabetical order is Michael Chabon first. Je laisse à Bruno le soin tout à l'heure de vous dire pour lequel de leurs livres ces écrivains ont reçu ce qui est l'une des plus prestigieuses distinctions littéraires des États-Unis, le prix Pulitzer de littérature. Et ensuite, l'ordre alphabétique toujours, Monsieur Jeffrey Eugenides, qui est derrière vous, Charlotte. Que tout le monde connaît en France pour son livre Virgin Suicides et pour le merveilleux film que Sofia Coppola a tiré de ce roman. Toujours l'alphabet, Monsieur Richard Russo. Et pour clore cette remise de médaille, Monsieur Colson Whitehead. Et je passe la parole à Bruno et je propose que l'on commence tout de suite. On peut baisser les lumières dans la salle et on va laisser après aux gens qui sont dehors le temps de venir s'installer. La parole est à toi. Merci Francis. Et merci à vous les uns et les autres. Qu'est-ce qui se passe ? Ah. Il en faut un au moins par écrivain. On les passera, c'est pas très grave. Donc je voulais commencer par dire que merci à vous d'être présents aussi tard dans la journée, aussi tard dans la semaine. Pour certains journalistes qui bouclent tard, c'est un peu
Mais c'est la cerise sur le gâteau ce soir, parce que, voilà, au lieu de regarder le match de foot Monaco-Nîmes ou l'émission Ninja Warrior sur la une, non, il y a America et il y a 4 Pulitzer, 4 écrivains américains. Le hasard veut qu'ils aient tous les 4 le prix Pulitzer, mais pour avoir eu la chance, le privilège de les rencontrer les uns et les autres, et certains, celui-ci et celui-là, 4-5 fois au moins, c'est un grand honneur, vraiment un grand honneur de les recevoir et de pouvoir parler un peu avec eux. Ils ne se connaissent pas forcément tous très bien. Dans les coulisses tout à l'heure, il y en avait au moins 2 qui rigolaient franchement, donc eux se connaissaient, c'est sûr. Je ne vous dirai pas lesquels. Ils sont intéressants parce qu'on les a tous lus. Et je regardais les livres qui ont été couronnés. Alors, pour ne rien vous cacher, Michael, qui est à ma droite, a eu le Pulitzer en 2001 pour les extraordinaires aventures de Cavalier and Clay. En 2002, Richard lui a succédé avec le déclin de l'Empire Wheating. En 2003, il y a eu Jeffrey qui est arrivé avec Middlesex. Donc les 3 en rafale, comme on dit dans le groupe d'assaut, d'un seul coup. Et puis, il a fallu attendre 15 ans, et après est arrivé le jeune homme là-bas, qui lui, il arrive, il prend le Pulitzer, il prend le National Book Award, et carrément, c'est arrivé que 6 fois dans l'histoire de la littérature américaine, mais non, lui, il prend tout. Il prend les 2 prix majeurs de la littérature américaine. Et là, il vient d'être nommé, écrivain de l'État de New York pour 2 ans. Est-ce sérieux, cette histoire? C'est juste une question préliminaire, on va passer à autre chose. Mais... It's, New York State, so everything from Niagara Falls to Brooklyn. And so that's happening next week. I'm very excited. There are not many duties as a New York State writer. At the top of my list is to make the Grace Papaya hot dog, the official hot dog of the state. The second, you know, the story of the Headless Horseman took place in upstate New York, so I'm going to reopen that cold case of the Headless Horseman murders and hopefully get to the bottom of it. En fait, ce n'est même pas la ville de New York seulement, mais c'est tout l'État de New York dont j'ai été nommé l'écrivain, et ça va des chutes du Niagara jusqu'à Brooklyn à partir de la semaine prochaine. J'en suis très heureux, j'ai plusieurs choses sur ma liste. Il y a cette histoire de hot dog officiel. I didn't quite get that, I'm sorry. New York joke. C'est normal que je n'ai pas compris, c'est une blague new-yorkaise. Et C'était juste une parenthèse pour dire que vous étiez un peu le godfather de cette assemblée, l'homme qui truste toutes les récompenses. Si je voulais mettre un peu le bazar, je dirais qu'en 2002, l'année où Richard a eu le prix, il a battu Colson. Ils ne sont pas rancuniers, a priori, je les ai mis côte à côte, j'espère que ça se passera bien. Mais cette année-là, Richard a battu et Colson Whitehead et un autre, qui n'était pas mal non plus, Jonathan Franzen, qui publiait Les Corrections. C'est pour dire que, pour nous, Français, le Pulitzer ou le National Book Award, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas évident, en fait. Si on fait le distinguo, on pourrait penser que le National Book Award, c'est un peu le Goncourt. Et peut-être, si on est vraiment, vraiment sûr de soi, on se dit que le Pulitzer, c'est un peu le Nobel pour les États-Unis. C'est vraiment un prix énorme. C'est un prix qui a 100 ans, c'est-à-dire qu'il a 100 ans, 101 ans pour la création, mais 100 ans pour la partie littéraire, puisque c'est 1918, le tout premier, et que donc on fête ce soir un prix qui est hyper important. Il n'y a que 2 auteurs américains qui l'ont eu 2 fois, et pas des moindres, puisque c'est Faulkner et puis John Updike. Donc vous êtes, messieurs, détenteurs. Updike, John. Vous êtes détenteurs d'un prix très important. Et ça, c'est le début de notre conversation. Après, on parlera de ce que ça a eu comme répercussion sur votre carrière, sur votre vie. On parlera après de votre métier d'écrivain. Et aussi, parce que ça va ensemble, du regard que vous portez sur l'Amérique aujourd'hui. Je sais qu'il y a des choses à dire, mais on ne va pas focaliser tout sur l'homme à la moute, parce que sinon, on va passer la nuit là, et ça ne sera pas forcément intéressant. Alors, comme il faut, là, je ne vais pas prendre comme Francis l'ordre alphabétique, mais plutôt l'ordre de remise du Pulitzer. Je voulais savoir, Richard, qu'est-ce que ce prix avait eu comme conséquence notable dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce que ça a changé, ce prix? I think the Pulitzer
at once changed everything and nothing. In terms of the economics of it, it was breathtaking because not only did it give the novel that won a whole new life in paperback, but it floated, as it always does, it floats your entire backlist. And so, I think all of my novels came out in a brand new edition, and they all had that little sticker on it, not just the one that won, but all the others that didn't had the same sticker on it. Things have never been the same since. One of the first persons to call me to congratulate me said, well, the first sentence of your obituary has now been written. And that's been true. It's the gift that keeps on giving. The thing that it doesn't change, however, is that those pages are still blank when you come to them, the new ones. And it doesn't make you smarter. It doesn't make you more capable as a novelist because you still don't know how to do it because what worked the last time is almost guaranteed not to work this time. And so, you live with that. I think you just live with that dichotomy that everything has changed, that it's going to be no easier now than it ever was, and that's your life now from now on. And to my mind too, it was just, you'd like to think that you've written a good book if you win this prize or the National Book Award or National Book Critic, any prize. You like to think that you've written a good book, but you also have to be lucky. And if you're lucky, then you'd like somehow with the books that follow your prize, you hope that the other books are not going to prove that the judges that year were complete idiots. Je peux dire en gros que ça change à la fois tout et rien. Sur le plan économique, évidemment, ça change absolument tout. Le jour même, évidemment, le livre prend une nouvelle vie, en particulier en livre de poche. Il ressort en livre de poche et il a toute une nouvelle vie qui démarre. Mais pas seulement ce livre-là, tous les autres livres qui ont été écrits avant ressortent dans une toute belle nouvelle édition, chacun avec le petit autocollant. Alors pas seulement celui qui a gagné le prix, mais tous les autres qui ont précédé. Et évidemment, ça change absolument tout. D'ailleurs, quand un de mes amis m'a téléphoné pour me féliciter d'avoir reçu ce prix, la première chose qu'il m'a dit, c'est la première ligne de ta nécro est déjà écrite. Ça change tout, mais en même temps, ça ne change rien parce que le prochain livre qu'il faut écrire, on est toujours devant sa page blanche. Et la page blanche, c'est tout aussi difficile de la noircir. On ne sait pas davantage comment s'y prendre. Et c'est vrai que il faut vivre à partir du moment où on a écrit ce livre, en espérant qu'on va pouvoir continuer à écrire. A priori, si on a eu ce prix, c'est qu'on a écrit un bon bouquin. Mais ça veut dire aussi qu'on a eu beaucoup de chance. Et évidemment, on espère que pour la suite, c'est la même chose qui va se reproduire, qu'on aura à nouveau de la chance, qu'on va pouvoir continuer à écrire. Voilà. Sans note, sans papier. Hein. Ça fait presque peur. Oui. Michael, hier, on s'est vu, on ne va pas raconter notre vie, mais à propos de ce prix, vous m'avez évoqué 2 anecdotes. Oui. Une, vous étiez dans un coffee shop, et une seconde, vous étiez en train de voir défiler quelque chose. Vous pouvez nous redire ce que ces deux... Well, it's similar to what Richard said when his friend called him. Do you remember that I called you? I'm sorry? Do you remember that I called you on the Yes. day? Yeah. I was in the coffee shop. And I have passed that. You favor called on. him? Then he called me. Then I called the person after me. I can't remember who it was. And that person, I checked, dropped the ball. Yeah, I remember who That's it was. why I can't remember won't who say it was.
It's like a chain letter, isn't it? Moi, j'ai écrit au suivant, qui a téléphoné au suivant. C'est un petit peu comme une chaîne. L'impétrant est appelé par le précédent. C'est comme ça que ça se passe. But the chain was broken by a writer who shall remain nameless, but I know who he is. I was in Times Square. I went to watch a movie, and I was coming out of the building where the screening room for this movie was, and I stood in Times Square, and I looked up, and they have that thing called the zipper that goes around the building that has the news headlines. And I looked up, and it said, Pulitzer Prize winning author Eudora Welty, dead at 94 or whatever it was. And I thought, oh my God, that's it never leaves you. It's always going to precede your name like that, and that's how you'll always be known from now on. What was the other story I told you? C'est fait déjà. Oh, that was it? Non, c'est fait. Non, c'était la chaîne des impétrants. Oh, the coffee shop. I don't even remember that one. I think I must have made that up. Oh. Plus sérieusement, Donc l'histoire du café, je l'ai peut-être en fait inventée, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, je me souviens très bien qui est la personne qui n'a pas donné suite à cette chaîne d'appels, mais je ne dirai rien. Et puis la deuxième anecdote, le deuxième souvenir, c'est une sortie de cinéma à Times Square. Et puis, en sortant du cinéma, je lève la tête et je lis ce qui défile sur le Zipper où sont affichées toutes les nouvelles. Il y avait là une annonce, le prix Pulitzer a été décerné à l'auteur un tel, mort en telle année. Et là, je me suis rendu compte que personne ne lisait cet auteur, mais que son nom était associé à tout jamais à ce prix. La question qui était plus là, c'est une anecdote, mais là c'est plus sérieux. Ce prix, c'était quoi? Une consécration ou plutôt un encouragement pour vous? It was both. I felt like I had taken a chance with The Amazing Adventures of Cavalier and Clay, and I was in very uncertain territory. It wasn't like anything I had written before, and I had a disheartening experience a number of times while I was writing it of people asking me, what's your book about? And I would start to describe it, or I would say, I'm writing a novel about two guys who go into the comic book business in New York in the 1930s, and it was a guaranteed conversation killer. Like, people would they would get this like pitying expression on their face and change the subject, or I ended up being embarrassed about what the book was about, so I stopped telling people. I just say I can't talk about it. You should try saying you're writing a book narrated by a hermaphrodite and see how. I will, from now Vous avez on. commencé à écrire un livre écrit en 1916 au fond d'une tranchée. Exactly. So, I mean, I just didn't know whether what I was trying to do was just a really pointless and stupid exercise. And so, yeah, it was validating to be given the prize, but I think it was more encouraging for me in the long run. And I really agree with everything that Richard said in characterizing the experience. And it doesn't help you do the work at all. And I love it when you said that you never know how to write the novel you're working on, nothing that you've done before will help you. But I think it did encourage me to continue to try things I hadn't tried before. So that was the encouragement part. That's been among the lasting effects. Donc la question était consécration ou encouragement? Eh bien, je dirais les deux. En fait, quand j'ai commencé à écrire Les Aventures de Cavalier et Clay, j'avais des doutes. Je ne savais vraiment pas du tout où j'allais. J'ai eu des périodes de découragement. Et quand on me demandait... donc le sujet, c'était ces deux personnages qui vendent des bandes dessinées à New York dans les années 30. Et donc, quand on me demandait quel est le sujet de ton livre, eh bien, c'est ce que je répondais. Et là, tout d'un coup, je voyais un air de désintérêt flotter sur le visage de mes interlocuteurs qui changeaient de sujet assez rapidement. Donc, j'ai fini par avoir presque honte du sujet de mon livre. Et j'ai décidé que désormais, je répondrais, eh bien, je ne peux pas parler du livre que je suis en train d'écrire.
Ce que je ne savais pas à l'époque de la rédaction de ce livre, c'était s'il s'agissait d'une tentative futile qui n'aboutirait à rien ou au contraire d'un projet qui me mènerait quelque part. Donc oui, la reconnaissance qui m'a été donnée à travers ce prix était vraiment importante. Sur le long terme, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Richard Russo. En fait, et plus particulièrement avec le propos suivant. Quand on écrit un livre, on ne sait pas écrire. On ne sait pas écrire ce livre-là. Et donc, je suppose qu'une des conséquences principales de ce prix, c'est que cela m'a donné envie d'essayer toujours de nouvelles choses. Alors, Jeffrey, vous avez eu ce prix pour votre deuxième roman. Donc, on ne va pas vous poser la question de savoir si c'est une consécration, mais comme vous écrivez un livre tous les 9 ans, pour le coup, c'était un encouragement. I would call it more of a relief than encouragement. Un soulagement plutôt. What I didn't realize until tonight, in terms of how it affects the winners of the prize, it seems to have done wonders for our footwear. I'm looking at Colson's incredible boot, and then Richard's manly sailing moccasin. Michael's boots have yellow. Michael's have yellow backsides to them. Look at that. Ça va? Il y a un truc que j'avais pas compris jusqu'à ce soir, c'est l'impact de recevoir le Pulitzer sur nos chaussures. Regardez nos Those are chaussures, nice. la qualité de nos chaussures. Les bottes incroyables de Michael, jaune devant, jaune derrière, noir devant. Et les mocassins marins formidables de Richard Russo, qu'il vient d'enlever d'ailleurs. But more seriously, just to reiterate something that Michael said, I think the prize can come as a great help when you're writing a book that needs attention for various reasons. When Middlesex was published in 2002, there wasn't that much discussion about gender identity. I had to explain it to the audiences. People didn't understand that your gender identity could be opposite of what your biological sex appeared to be. And to be quite honest, a lot of people were repulsed by the subject matter, and not a lot of people wanted to read the book. It was a book that really was helped by the kind of imprimatur that the Pulitzer got. So I felt very fortunate that of all my books, that would be the one to get the prize, because it needed some help and it needed some support. So it worked in that way. En fait, et plus sérieusement, pour revenir à ce que Michael a dit, je pense que le prix Pulitzer aide parfois un livre qui a besoin d'une attention particulière. Quand Middlesex a été publié en 2002, la question de l'identité sexuelle, de l'identité de genre ne faisait pas débat. Et j'ai même dû expliquer à certaines personnes que parfois on est dans un corps qui biologiquement ne correspond pas à la personne qu'on est. Beaucoup de gens étaient dégoûtés par le sujet même et n'avaient pas envie de lire le livre. Donc j'estime en fait que j'ai eu beaucoup de chance que le prix Pulitzer soit décerné à celui de mes livres qui avait besoin de cet encouragement spécial, de cette attention particulière. Colson, même question évidemment. Vous avez dit hier que hier vous avez une journée professionnelle avec Livre Hebdo dans laquelle vous avez évoqué toutes les répercussions de ce prix. Vous avez dit que ça avait été un changement d'échelle dans votre carrière et que c'est vrai, ça a été assez impressionnant puisque votre livre a été publié en 44 langues, ce qui est quand même gigantesque, et vous a permis de rencontrer des gens que vous n'auriez jamais rencontrés. Qu'est-ce que ça a eu d'autre comme incidence sur vous et sur votre carrière surtout? Sure. I mean, it's my 8th book, and I was sort of used to. Sometimes critics understand what you're doing. Sometimes readers do. Sometimes they don't. And if you're lucky, your ambitions overlap with what readers want to read in the book that year. I think it's only been 15 months or a year and a half. I can say that I was in a good mood for a year, definitely. Usually sort of stumble around in a neurotic fog, wake up at 5 a.m., the mortgage, my kids hate me, I'm a terrible person. And then for a year, I wake up at 5 a.m. going, "Oh, sweet mystery of life, at last I found you." And I would
tip 25% instead of 20. You know, it was like a whole bunch of things. And then I started working on another book, and it was like, you're back to square one, as sort of Richard and Michael were saying. You know, people have asked, is it hard to follow up, you know, such a big book? As opposed to that easy book? You know, they're all pretty hard. They all take a lot out of you, and you are figuring out how to make each one work. You don't get extra points because people dug what you did last time. It was a great year, and then of course the normal stuff of life comes back, and you're back to where you were before. And as for a further update, let's come back in 10 years. Pour mes livres précédents, quelquefois les lecteurs et les critiques comprenaient ce que j'avais voulu faire, et dans ces cas-là, j'étais content. Et je me considérais chanceux si l'ambition que j'avais eue avec le livre rencontrait la demande des lecteurs. Là, ça a été très différent. J'ai été en gros de bonne humeur pendant 1 an. D'habitude, je me réveille vers 5 heures du matin dans un espèce de coma un peu névrotique, un peu névrosé. Et je me dis, oh mon Dieu, mes gamins me détestent, et puis faut que je paye mon... rembourser le crédit, merci. Et là, je me réveillais le matin, vers 5 heures du matin, et je me disais, oh, comme la vie est belle, quel doux mystère que la vie. Et je voyais tous ces pourcentages de ventes qui s'accumulaient. Et puis, bon, au bout d'1 an, on revient à la vie normale. Et puis, comme disait Michael, le livre suivant, eh bien, la question se pose de nouveau. Alors, on me posait quelquefois la question de comment travailler après un livre aussi difficile, par opposition à tous les livres faciles qu'on peut écrire. En fait, bon, il n'y a pas de livre facile. Ils sont tous très difficiles, ils vous demandent tous beaucoup d'énergie. Ce qui a marché pour un livre ne sera pas ce qui marchera pour un autre, et pas forcément ce que les gens aimeront. Donc, bah oui, ça a été une année formidable. Et maintenant, la vie normale reprend, et puis je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Can I just add something? Just off of what Colson was saying, I just want to emphasize that the day that I found out I had won the Pulitzer Prize was really one of the best days of my whole entire life. And it felt so good that every time, like the next year, I wanted to call Richard. I don't know Richard. I just met him yesterday first time, but I was so excited all over again that I wanted to call him and just say, it's so amazing. And every year when someone else gets the Pulitzer Prize, when the feeling kind of comes back to me again, that sense of excitement. I mean, who doesn't like to get a prize? And my son, who's 21 now, he was like 3 at the time, I guess. And I went to pick him up that day at nursery school, and I said, Daddy won a prize today. And he said, open it, open it. And that sense of excitement is still comes back every year. J'aimerais ajouter quelque chose à ce que Colson vient de dire. Je me souviens du jour où j'ai reçu le Pulitzer comme un des plus beaux jours de ma vie. C'est vraiment, c'était le pur bonheur. J'avais envie d'appeler Richard que je ne connaissais pas à l'époque. Et d'ailleurs, quand je l'ai revu aujourd'hui, j'ai retrouvé cette espèce d'enthousiasme qui m'avait poussé à l'appeler. Et chaque année, eh bien, je renoue avec ce sentiment de grand bonheur. Et je me dis, mais qui est le type formidable qui a remporté le prix cette année ? À l'époque où, maintenant mon fils a 21 ans, mais à l'époque, disons qu'il en avait 3, et je me souviens que je suis allé le chercher à la sortie de la maternelle, et je lui ai dit, papa vient de gagner un prix, il a gagné un prix aujourd'hui. Et le petit m'a répondu, ouvre-le, ouvre-le. Et donc chaque année, je retrouve cet enthousiasme lié à ce prix. Est-ce que vous l'auriez appelé si vous aviez su qu'il restait en chaussettes sur une scène devant des gens comme ça? Pas sûr. Oh, no. No, I'm a little disappointed. Yeah. On l'est tous.
If no one minds terribly, I'm actually going to put my shoes back on now. Because it occurred, it's like, it tells you so much about humor. It just seemed like a good idea at the time. And you weren't really thinking that the next hour and a half you'd be sitting there in your sock feet with people coming up taking pictures of you. And they have to ask, why is one of them not wearing shoes? Si vous permettez, je vais réenfiler mes chaussures. Ça vous montre comment fonctionne l'humour. Sur le coup, j'ai trouvé que c'était une bonne idée que de balancer mes chaussures. Et puis après, évidemment, on se rassoit et on se rend compte que voilà, on va rester pendant 1h30 devant un public et qu'il va y avoir plein de gens qui vont venir prendre des photos et que tout le monde va se demander mais pourquoi est-ce qu'il y avait un de ces types qui avait enlevé ses chaussures? Donc voilà, je les remets. Colson, on n'a pas précisé que dans cette année d'or, qui est 2016-2017, où vous avez trusté les deux gros prix, vous avez été soutenu par deux personnes, dont une s'appelle Barack Obama. Je pense quand même que quand le président en exercice a dit que votre livre était un de ses livres de chevet, alors c'est vrai qu'il le disait assez souvent parce que c'était un président littéraire, ce qui est assez rare aux États-Unis. C'est vrai, non? Bah, écoutez, bon, quand même. Enfin, entre Reagan, entre le vendeur de cacahuètes, entre, je parle pas du dernier, mais entre Bush, enfin, c'est pas des grands littéraires. Vous avez raison. Was there a body, a joke or something I missed? I'm not sure. But, no, it was very exciting. You know, about Barack Obama, first African American president, said very nice things about the book, and I got to have lunch with him. You know, if I go to the White House under this administration, it's because they're rounding up the writers to shoot them on the front lawn. So much different, very, very different. Bien sûr, j'étais vraiment enthousiasmée que Barack Obama aime mon livre et puis de le rencontrer, de déjeuner avec lui. Il en a très bien parlé aussi. Tandis que ce mandat présidentiel-là, je crois que si je me retrouve à la Maison-Blanche, c'est qu'on aura rassemblé tous les écrivains pour les fusiller sur la pelouse. J'en profite pour dire, parce que je l'ai reçu tout à l'heure, que les discours choisis de Barack Obama vont être publiés, c'est un livre inédit, chez Gallimard début octobre, et c'est un truc absolument dément. C'est-à-dire que je lisais un article de Jeffrey qui refuse catégoriquement ou très souvent de parler de Trump en disant qu'il en a marre, mais dans l'IB, il a publié il y a quelque temps une tribune assez longue faisant le bilan des 2 mandats d'Obama et en disant que c'était un président formidable, mais que c'était un président sans doute le plus littéraire, ce qu'on disait il y a 2 secondes, et en lisant les textes, ce sont les discours choisis d'Obama. Il en a fait beaucoup, mais il y a certains discours, et je pense que vous le connaissez tous, notamment un discours qui s'appelle la commémoration de la marche de Selma, qui est un discours absolument prodigieux. Enfin, ça vous parle, cette histoire? I think I know the speech. I know many of his speeches and listened to most of them. I'm not sure if I... It depends on your question. Non, la question c'était... Non, en fait, insidieusement, c'était pour passer du Pulitzer au métier d'écrivain et éventuellement à la notion d'engagement, puisque quand on lit les interviews des uns et des autres, depuis l'élection de notre ami Donald, on s'aperçoit que finalement, même si au départ vous ne l'êtes pas, vous vous trouvez confronté à l'obligation quelque part de descendre dans l'arène. Richard le Premier se retrouve tout à coup interrogé au lendemain de la victoire de Donald comme un représentant de la classe moyenne du Maine. On lui dit, mais alors, on lui demande de réagir, de prendre position. C'est la première fois de sa vie qu'on l'interroge sur ce sujet-là. Il se rend compte que tout à coup, on le voit comme un écrivain politisé. Yes, it was strange. I mean, there was so much that was strange about that first day after the most recent election. I think my situation was probably stranger even than most because I had agreed to go on National Public Radio the day after the election to talk about it. And I remember sitting with my wife and both of my now 30-something daughters who had gone out to vote wearing Hillary Clinton-style pantsuits for that occasion.
and we had gathered the entire family together. I was, and as finally it became clear what was going to happen, people in the family began to drift away, and I kind of couldn't. Number one, I was the last of them to believe what was going to happen. And I kept saying, of course, Wisconsin is safe, Michigan is safe. And none of those states were safe. And so I was still awake at like 4 o'clock in the morning, trying to decide what, if anything, I could say to the nation on National Public Radio the very next morning. I can still remember really thinking that I kind of flubbed it, but it was really strange for a writer like me, who's always been seen, I think, primarily as an entertainer, to be asked to explain the people that I've been writing about in large measure for the last 30 years that turned out to be a Donald Trump stronghold. It wasn't pleasant duty. Oui, ça a été une journée tout à fait étrange et peut-être encore plus étrange pour moi que pour d'autres, puisque j'avais accepté la veille de passer sur la radio publique nationale pour commenter précisément le résultat de ces élections. Et je me souviens très très bien que donc le soir de ces élections, nous étions avec ma femme et mes 2 filles qui ont maintenant la trentaine, lesquelles s'étaient habillées en tailleur-pantalon à la Hillary Clinton. Et on était tous là à regarder les résultats. Et puis quand petit à petit il est devenu clair que le résultat allait être celui que l'on sait, finalement les uns et les autres sont partis. Et je me suis retrouvée tout seul, d'abord parce que j'ai été le dernier à y croire. J'étais là à me dire c'est pas possible, le Wisconsin c'est sûr, et pour Hillary, le Michigan aussi. Pour finir, ni l'un ni l'autre n'était sûr. Et je me suis retrouvée complètement effondrée à 4 heures du matin à me dire, mais bon sang, qu'est-ce qu'un écrivain comme moi va pouvoir aller raconter à la nation au matin de cette élection? Comment est-ce que je vais pouvoir expliquer que les gens dont je parle, sur lesquels j'écris depuis une trentaine d'années, étaient devenus une place forte de gens qui avaient voté pour Trump? C'était juste quelque chose d'incompréhensible. Michael, vous avez aussi, alors vous êtes aussi un entertainer, vous faites des histoires, des grandes sagas, comme la dernière, Moonglow, quelque chose d'éminemment romanesque, et pourtant, avec votre femme, Ayelet Waldman, vous avez écrit, publié un grand nombre de chroniques, de tribunes, d'articles, notamment un qui était assez puissant, qui invitait non pas les Américains à se révolter, mais qui concernait plus particulièrement la communauté juive américaine. Vous pouvez dire un mot là-dessus? Yes, I mean, I think I remember when George W. Bush was president, and I would come to Paris, come to France, come to Europe. I remember feeling ashamed and embarrassed and feeling like I needed to apologize, and any question that came up about Bush and his administration and what we were doing in Iraq, or whatever it might have been, was humiliating. And it's funny because I'm far more ashamed of the fact that we elected Donald Trump, and if it's humiliating and embarrassing, and yet somehow I don't feel quite the same sense when I come here that I somehow have to defend myself or defend us, because I have maybe the mistaken impression that people outside of the United States are aware of the fact that he's not going down easily. We're not swallowing him easily in the United States, that there's a clear, identifiable something that you can point to and say, we are not accepting
this administration. We're not accepting this presidency. We're trying to do something about it. We're whatever ways we can figure out to inconvenience the administration or prevent the administration from carrying out its policies, we're trying to do them. We may not be succeeding, but you can see that we're trying. And I think maybe part of the reason I have that feeling is because we, my wife and I, like so many other writers that we know, and many people who are not writers who are finding all kinds of ways to voice their discontent, and are, lawyers we know who are leaving their jobs and going down to the border states to work for immigrants who are being interned in concentration camps down there and so on. I guess I have a little bit more of a sense that that we're trying to do something about this situation in a way that I didn't have during the Bush years, where it just, even though I knew many people, I was one of the who were opposed to Bush and his policies, somehow it was much more invisible and much harder to prove or to point to. Oh, sorry. He was staring at me, and I thought that I was. Je me souviens très bien de ce que je ressentais à l'époque de la présidence de G.W. Bush. Quand je venais en Europe, quand je venais à Paris, en France, je sentais un sentiment d'embarras, de honte. Et j'éprouvais le sentiment de devoir m'excuser, me justifier à chaque fois qu'on me posait des questions sur le gouvernement Bush ou sur ce que les États-Unis faisaient en Irak. Je trouvais cela mortifiant. Et donc, ce qui m'intrigue, c'est que ce sentiment de honte que les Américains aient pu élire Trump est quelque chose de bien plus fort encore. Et même en ressentant cela, je ne me sens pourtant pas obligé de me justifier constamment ou de m'excuser. Alors peut-être me trompais-je, mais j'ai le sentiment que ceux qui ne vivent pas aux États-Unis comprennent très bien que les Américains ne se contentent pas de cette présidence, qu'ils la rejettent, qu'il y a un malaise. Et que nous ne sommes pas prêts à passivement subir cette présidence et ce gouvernement, que nous faisons tout ce que nous pouvons pour freiner leurs ardeurs, pour empêcher leurs tentatives de tout défaire, avec un succès dont on peut discuter, certes. Mais j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour dire que les Américains essayent de faire quelque chose. Ma femme, moi-même, d'autres écrivains, nous publions des articles, nous essayons d'expliquer et de lutter par nos moyens contre cette présidence. Mais dans d'autres professions aussi, on rencontre beaucoup d'opposants, comme par exemple ces avocats qui quittent leurs affaires habituelles pour voler au secours des immigrants que le gouvernement Trump enferme dans des camps. Donc, j'ai le sentiment que ce qui est différent, c'est qu'il y a cette reconnaissance que nous faisons tout ce que nous pouvons. Et c'est là une grande différence avec les années Bush. Mieux exprimé. I want to make sure that I didn't misunderstand something from the translation. Did you say that I refuse to talk about Trump? Is that your... about Obama. I thought you said something about I refuse to talk about Trump, and I wrote about Obama. Maybe I misunderstood. Yes. Talking to me? Yes. I'm talking to you. Maybe I'm glad I misunderstood. I'll just follow up on what Michael said. I'm trying to take comfort in your words, Michael. I lived in Berlin during the switch from Clinton to Bush, so I remember how when I arrived in Germany, I didn't think people thought too badly of Americans, and a couple years later I felt quite opposite. Mm-hmm. Then obviously it got better with Obama. I begin to worry because there's been two instances of this, mm-hmm. That in fact it isn't an actual feature of America. I can't just say it's an aberration, mm-hmm. Or I'm worried that I can't say it's an aberration, and that Trump is more of a symptom of something in our politics that has been going on for a long time.
that's what worries me. Is I know many of us are opposed, and it does feel, I agree with you, different in the intensity of the resistance, and yet I have this book out now in France, and one of the stories is about 2005 in the Bush administration and disparity of wealth in the United States and corruption in the government, and it only seems more like I wrote it yesterday now to me. So I'm beginning to worry about the longevity of the shift, and I hope you're right that it's not something ingrained. I'm probably so wrong. No, I think you're probably right, but I just want to say that I'm worried. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Michael. Ça me réconforte de l'entendre dire ce qu'il a dit. Quand Bush a été élu, je vivais à Berlin. Et je me souviens très bien que quand je suis arrivée en Allemagne, l'Europe avait une image assez positive des États-Unis et que 2 ans plus tard, quand j'en suis partie, alors que Bush avait été élu, c'était franchement pas terrible. Et puis Obama est arrivé et les choses se sont arrangées. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est de voir qu'on a 2 fois le même schéma récurrent et je commence à me demander si ce n'est pas un fait déterminant et récurrent dans l'histoire des États-Unis. Ce qui m'inquiète, c'est de me dire qu'on ne peut peut-être plus simplement se contenter de dire que Trump est une aberration. Il faut peut-être voir Trump comme le symptôme de quelque chose qui est là dans l'histoire américaine depuis un certain temps. Alors bien sûr, on s'y oppose de toutes nos forces, et comme le dit Michael, il y a une intensité de la résistance qui à la fois me réconforte, mais en même temps, dans le livre qui vient d'être publié en France, il y a une histoire qui se passe en 2005 et qui parle de la corruption de l'administration et du gouvernement. Et ce qui m'inquiète et m'effraie, c'est que cette histoire de 2005, on a l'impression qu'elle a été écrite hier. En tout cas, j'espère que tu as raison, Michael, et qu'il ne s'agit là que d'un événement non récurrent de l'histoire des États-Unis. Barack Obama, justement, sur CNN, il y a quelques jours, le 7 septembre, et ça je m'adresse à Colson, a dit 2 choses. A dit Trump est un symptôme, le symptôme de la peur. Et il a ajouté, la plus grande menace pour notre démocratie n'est pas Donald Trump, c'est l'indifférence, le cynisme. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Colson? The greatest threat to democracy is indifference. I think it's human nature is the greatest threat to democracy. I think we're really sort of base, evil, corrupt creatures, and it takes a lot of work to defeat that, which is why the world is pretty terrible, and people are mostly terrible. Est-ce que la plus grande menace à la démocratie est l'indifférence? Je crois que la plus grande menace, c'est la nature humaine. La nature humaine, elle est mauvaise, elle est corrompue. Nous sommes des créatures assez abominables et ça rend le monde plutôt terrible. In terms of what Trump represents, or is he a symptom? America has always been racist. It's racist in its very founding, in its dispossession of Native American peoples, its enslavement of African people, depriving rights to people of color and women until, basically the last 100 years. It'll always be pretty racist in our lifetimes. I have to hope that, I was writing a book about white supremacy and didn't think that we'd elect a white supremacist president, but of course we did because we have many times before. As a parent, I have to hope that my kids, as the years go on, are going to grow up in a world that's better than the world I was born into, in the same way that my grandparents and parents had to hope, if they're going to bring kids into the world, that the world will get a little better. And I think we do get a little better, and we fall back, and we get a little better and fall back, and that's sort of the way human beings work. We have a insurgent right-wing energy in America and in Europe as well. And I think those sort of processes, those very malevolent processes that have determined so much of history in America and the world, we can defeat them briefly, and then they come back because you can never destroy them. They sort of wait for a moment to come back and reassert their power. Alors, quant à la question de si Trump est un symptôme, les États-Unis ont toujours été racistes. Sa construction même, fondée sur l'esclavage des Africains, c'est les racines racistes des États-Unis. Les droits des personnes de couleur ne sont pas les mêmes.
Donc, on a pu s'étonner d'avoir un président suprémaciste blanc. En même temps, on en a eu plusieurs dans notre histoire, ce n'est pas nouveau. Comme beaucoup de parents, oui, j'espère que le monde sera meilleur pour mes enfants. Mes grands-parents espéraient ça, mes arrière-grands-parents aussi. Mais on a un cycle aux États-Unis qui est que les choses s'améliorent et puis on retombe en arrière. Ça se passe un petit peu comme ça. Il y a cette force négative, malveillante de l'extrême droite qui, que ce soit dans l'histoire des États-Unis, mais même du monde, qui revient toujours. On la combat et tôt ou tard, ça revient. May I? I agree with everything Colson said for exactly the reasons that he said it. I think America has always been a racist country, obviously. And I think Colson is right, too, in prophesying that we're never going to be able to kill it. We're certainly not going to kill it in our lifetimes. But I would also say that by the same token, we're also never going to kill what's best. And I say that thinking about my maternal grandfather who fought in 2 world wars, too young for the first and too old for the second, but was there for both. And my father, who was a D-Day guy. And Michael, you said earlier, I understand what you're saying, but I have to say that I felt with Trump's election a great personal humiliation because they had done so much of the heavy lifting. You know, they were responsible for my life. And that this had happened kind of on my watch. They'd done that great heroic work, and they were not perfect men. They were well, we'll talk sometime. They were not perfect men, but they were good men, and they were brave men, and they believed in something about this country that I think we all, about America. They believed in something about America that on those occasions when we get it right, as we did electing Barack Obama, when we get it right, I don't see that going anywhere either. Alors, je voudrais ici prendre la parole pour dire à quel point je suis d'accord avec ce qu'a dit Colson et exactement pour les mêmes raisons que celles qu'il a avancées. On n'arrivera jamais, en effet, à éradiquer ce qu'il y a de plus bas, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit ailleurs. Mais je voudrais dire aussi que de la même manière, on n'arrivera jamais non plus à éradiquer ce qu'il y a de meilleur. Je pense ici, par exemple, à mon grand-père maternel, qui a combattu pendant 2 guerres mondiales. Trop jeune pour la première, trop vieux pour la seconde, et pourtant il a combattu dans les 2. Je pense à mon père, qui était du débarquement. C'était des hommes qui étaient pas forcément des gens parfaits, on en a assez souvent parlé, mais c'était des hommes bons. Et que ce soit pendant que ma vie à moi, qu'il arrive ce qui est arrivé, c'est-à-dire l'élection de Trump, là, contrairement à Michael, j'en ai ressenti une humiliation personnelle absolument épouvantable en pensant à eux. Que cette chose-là ait pu arriver pendant que moi j'étais en vie, ça c'est quelque chose pour lequel j'ai vraiment du mal à me remettre. Colson, vous avez dit que pendant la tournée qui a suivi le Pulitzer, vous avez remarqué, je ne sais pas si vous le déploriez, mais hier vous disiez ici que les questions qu'on vous posait, 6 questions sur 7 étaient des questions politiques, et qu'on vous parlait toujours de Trump, et vous avez dit cette phrase, « L'histoire fait de l'ombre au roman ». Well, I mean, I think talking about Iraq, you know, I had a few European visits during the Iraq War, and you know, I would love to talk about my book and not what is Colin Powell thinking. You know, I think we're all on the same page. In terms of, you know, of Trump, I mean, I think, you know, his sort of malevolence affects the whole world, and the book deals with white supremacy, and we have a white supremacist president, and so I think, you know, discussions of Trump more naturally are wrapped into it.
The reluctance is that, I think, is that anytime a black person gets any sort of prominence, you're now supposed to be the spokesman for all of black America, and there's no one black America. We're in the North, the South, we're rich, we're poor. We like basketball and cricket. Personally, I love cricket. And there's no one black community I can speak for. And I guess, as I travel around the world, the whiter the county or whiter the country, the weirder the question I sort of have found, whether it's New Hampshire or sort of Eastern Europe. Why is Barack Obama considered black when he has a white parent? I was like, I only have like 10 minutes before I got to go to this hotel. And so, I understand that the book came out in a cultural moment and there's overlap. And then sometimes I would just sort of like to talk about where do I get my ideas? In the bath, I'm walking around, that sort of stuff. Ça me rappelle que les tournées que j'ai faites pendant la guerre d'Irak. J'aurais voulu parler de mes livres plutôt que de discuter de ce qui pouvait bien se passer dans la tête de Colin Powell. Maintenant, pour le cas de Trump, la malveillance de Trump touche le monde entier et c'est un suprématiste blanc. Donc, il y a des liens avec mon livre et ça paraît un petit peu plus naturel que les gens m'abordent sur le sujet de Trump. Il y a autre chose, par contre, c'est d'être perçu comme le porte-parole de l'Amérique noire. L'Amérique noire, je ne connais pas une seule Amérique noire. Il y a la côte Est, il y a la côte Ouest, il y a les grands, les petits, les riches, les pauvres, ceux qui aiment le foot. Moi, ce serait plutôt le cricket. Enfin, donc, je ne vois pas comment je peux représenter cette fiction que serait l'Amérique noire. Puis j'ai aussi remarqué que plus je suis dans un État blanc, que ce soit un État des États-Unis comme le New Hampshire ou l'Europe de l'Est, plus c'est blanc, plus c'est bizarre, les questions qu'on me pose. Par exemple, j'ai eu une question assez casse-tête sur pourquoi Barack Obama serait-il perçu comme noir, sachant que ses parents sont peut-être plutôt blancs. Et... Bon, je n'ai pas très envie de me casser la tête sur ce genre de questions. Je préférerais parler des idées, comment elles me viennent, comment elles se forment, enfin tout ce genre de choses. And then just briefly, I was traveling after the events in Charlottesville. We had neo-Nazis marching in Charlottesville, and it seemed, in some European countries, what they latched onto was people pulling down the statues of Confederate soldiers as an attack on free speech or something. And, I would say, yeah, you should take those statues of Confederate soldiers down. They're monuments to white supremacy, and they were actually committing treason. I think they were committing declaring war on their own country. And the interviewer would say, but what about free speech? Aren't you erasing American history? And I think, going back to what Richard was saying, we can't kill the negative things in American life and in our natures. But there are great things of things about the American spirit. And I guess I would try to get across that. You can take those statues down, and then there are plenty of good white people to put statues up to, like Meryl Streep is one, she's great. Kurt Cobain made a real contribution. And the guy who invented the lounging chair that comes back when you... So there are plenty more pedestals waiting for people to go onto. That's a good point. Et puis, pendant ma tournée, il s'est passé les événements de Charlottesville avec tous les néo-nazis qui manifestaient. Et beaucoup de gens en Europe, du coup, me posaient des questions sur ce qui s'était passé, sur le fait qu'une statue d'un confédéré avait été mise à bas. Et moi, je disais que oui, que c'était tout à fait bien et justifié, puisque c'est... pardon, pas des confédérés, évidemment, une statue des... que c'était tout à fait justifié, puisque c'était des traîtres à la nation.
Et en général, la personne qui m'interviewait m'objectait que la liberté de parole, la liberté d'expression, et que renverser ces statuts, c'était une tentative pour effacer l'histoire américaine. Alors, Richard l'a bien dit, on ne peut pas supprimer tout ce qu'il y a de négatif dans la culture américaine, mais il y a des choses formidables aussi dans la culture américaine, et il y a l'esprit américain qui est cet esprit d'action et qui pousse à renverser les statuts des salopards, et on peut penser à en ériger d'autres des statues. Il y a tout un tas de gens blancs qui mériteraient une statue. Meryl Streep, pour commencer, Kurt Cobain, et puis aussi l'inventeur du fauteuil qui s'allonge. Jeffrey, j'avais une question pour vous. Je me tourne vers là. Vous êtes, comme je crois nos amis ici présents, vous êtes professeur, vous commencez à enseigner à la New York University dans quelques jours, ou peut-être avez-vous déjà commencé. Donc vous avez des élèves. Est-ce que c'est, indépendamment de votre enseignement, est-ce que vous avez de leur part des questions sur la politique? Est-ce qu'ils viennent vous voir? Est-ce qu'ils vous demandent, pas parce que vous êtes auréolé par le Pulitzer, mais juste parce que vous êtes un écrivain et qu'a priori, les écrivains ont une tradition depuis toujours d'engagement, ou en tout cas de se positionner d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers les différentes guerres mondiales. Les écrivains américains notamment se sont souvent positionnés, voire engagés dans les combats. Est-ce que vos étudiants vous interrogent sur Trump? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce que vous sentez qu'il y a une inquiétude particulière chez eux? Well, you're right. I've just left Princeton University for NYU, and so far it's been a perfect teaching job because I don't have any students at all. I should get my first paycheck this month. In fact, what's the date now? Just about now, but I actually won't start teaching until January. So I can't tell you about what I will encounter at NYU, but at Parlons Princeton... des anciens étudiants alors. Je viens de quitter Princeton, je suis actuellement, vous l'avez dit, enseignant à la New York University. C'est le job parfait parce que pour l'instant, je n'ai pas d'étudiants. Je touche un salaire à partir de ce mois-ci, mais je commencerai vraiment à enseigner en janvier. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui si les étudiants à venir me poseront des questions politiques ou pas. Non, mais ceux d'avant, on pourrait imaginer que ceux que vous avez quittés. In all honesty, I don't think any of my students at Princeton have ever come to me for a political opinion or to talk about politics. I'm trying to remember a moment when that's happened, but they usually come to ask about semicolons and things like that. So I don't recall anything. One time a girl cried because she thought she wasn't very good at writing. And that was the most emotional session I had in office hours. But no one has said anything about it. That's the truth. Mais même à Princeton, en toute honnêteté, je ne me souviens pas qu'un de mes étudiants m'ait jamais approché pour me poser une question sur la politique ou mes opinions politiques. J'essaye de me souvenir, mais ça ne me revient pas. La plupart du temps, ils viennent me poser des questions sur les points-virgules, sur la ponctuation, donc non, pas de questions sur la politique. Par contre, je me souviens d'un cours où une jeune fille pleurait parce qu'elle se disait « je suis vraiment nulle en écriture, j'y arrive vraiment pas ». Et ça, c'était certainement l'heure d'enseignement la plus chargée émotionnellement de toute ma carrière. Mais sur la politique, franchement, non. Richard, vous avez dit récemment, quand on vous interrogeait sur les répercussions que le prix avait eues sur votre carrière, vous nous avez dit cette phrase. Parfois, en ce moment, par exemple, raconter des histoires, c'est un peu comme jouer du violon pendant que Rome brûle. There are times, I think, in a writer's life, even if you're convinced, as I think the people on this stage are, that they're doing what they're supposed to be doing with their lives. There are times, I think, when we all feel that filling up pages with words
telling artful lies, no matter how hard we work on those artful lies. There are times when we wonder if right now, this minute, we are doing the best of all possible moral work. I remember, just a few months ago, and I mean, the situation still exists, but I remember sitting down with my wife and saying, as immigrant children were being pulled from their parents' arms, I remember turning to Barbara and saying, explain to me why we're sitting here in Maine right now. You know, we're at the wrong border. We wouldn't have had to go too far, but there's nothing happening on that other border. Although actually we came to learn that there are some things happening on that other border. And we were all around after the terrorist attacks, the 9/11 attacks, and I think that for most of us, the idea of sitting down and filling up pages with words and with artful lies it felt almost immoral for a while, even as we believe in what we do, and I think we do believe in what we do. But it's hard at certain points in time not to question whether we're doing, not are we spending our lives right, because I think we are, but am I spending this moment right now, today, am I doing the right thing? And then, then some sort of common sense voice tells you, and you answer your own question, why are we not down on the border? Because we'd be in the goddamn way. We wouldn't be making things better. We'd be wasting resources, not providing resources. We're not lawyers. And so do we try to attack those problems in different ways, whether it's through donations or better yet, to raise our voices. Because as you said earlier, Colson, when they come to start rounding up people, the people they round up first are the people with voices, right? It's not because they don't like how we vote. So yeah, I mean, I think all writers suffer those doubts at particular moments in time, and they're horrible. Je crois qu'il y a des moments où, même si on est conscient qu'on mène la vie qu'on doit mener, et je crois qu'on est tous conscients de faire les choses que nous devons faire ici sur ce plateau, je crois qu'il y a des moments dans la vie où l'écrivain se demande, est-ce que de noircir des pages blanches avec des mots et avec des mensonges artistiquement troussés, est-ce que c'est véritablement la chose la plus morale à faire aujourd'hui et maintenant? Alors, par exemple, je me souviens d'être assis avec ma femme chez nous dans le Maine, à regarder la télévision et à voir à la télévision des bébés arrachés aux mains de leur mère migrante et de m'être retournée vers elle et d'être en train de lui dire « mais qu'est-ce qu'on fait ici dans le Maine ?» Évidemment, nous, on est près d'une frontière, mais ce n'est pas à cette frontière-là qu'il faudrait être. Encore que depuis, on ait appris qu'il se passe effectivement des choses du côté de cette frontière-là aussi. Et on se dit, si vous voulez, autre exemple, on était tous plus ou moins là au moment du 11 septembre. Et beaucoup d'écrivains se sont demandé à ce moment-là, mais bon, est-ce que ça n'est pas parfaitement immoral d'être là à noircir du papier ? Et puis après, il y a une espèce de voix qui est un petit peu le bon sens, qui nous vient et qui nous dit « oui, mais bon, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas courir à l'autre frontière et tu seras dans les pieds des gens qui sont là pour faire quelque chose, au lieu d'être un élément qui apporte quelque chose de positif, tu seras là en fait en train de gêner tout le monde et d'empêcher que ce positif soit fait. Tu es un écrivain, tu n'es pas un avocat. Et finalement, il est peut-être plus intéressant d'écrire et que cette voix soit entendue. Il n'en reste pas moins que de temps en temps, on se pose vraiment cette question, non pas sur ce que l'on fait de toute sa vie.
on a le sentiment qu'on est dans le bon métier. On a choisi de passer sa vie comme ça et on a raison. Mais c'est plutôt dans certains moments spécifiques où je crois qu'on est saisi de ces doutes et où on ne peut pas manquer de remettre en question notre façon de vivre. Hier, quand je vous ai posé la question en citant la phrase de Richard, est-ce que ça vaut la peine d'écrire, de jouer du violon pendant que Rome brûle, vous m'avez répondu, je dois faire ce travail même si Rome brûle. Oui, j'étais fatigué quand j'ai dit ça. D'accord. Allez. Décalage de... D'accord, d'accord. No, I know exactly what Richard is talking about, and I've had that feeling, and in fact, that in the first moments of the catastrophe that was unfolding down at the border, I've had exactly that thought. But I guess, and went through that same process of realizing I was of no use whatsoever in any practical way in that situation, and found out which organizations of lawyers we could support and make donations to. But I also, there's, in any moment like that where I find myself questioning whether I should be working right now, given what's going on, I'm so, I'm onto myself. I'm so suspicious of the excuses that I make to myself about, there's so many good reasons not to be working. I can come up with one every single day why I shouldn't be working. You know, and so I get a little suspicious. I suspect that my solicitude for the state of the world might actually just be there to disguise the fact that I don't feel like getting my work done today. And so, you know, it's so much just a question of habit, ultimately, that sometimes, I mean, I can remember I was married before very briefly when I was young, and I can remember having these arguments with my ex-wife, and we'd both be very upset, and then I'd go work. And she would get really mad at me and say, like, how can you, we just had this horrible argument, and nothing's been resolved, and now you're just gonna go work? Like, how can you work when, you know, that just happened? And I didn't actually have an answer for that. Like, I don't know how I can go work, but I have to work because that's what I'm doing. And if I don't, I really don't feel like I have an alternative at this moment. Je vois exactement de quoi parle Richard, je connais ce sentiment. Et moi aussi, dans les premiers moments de la situation catastrophique à nos frontières, je me suis dit que ce que je pouvais faire n'avait aucune utilité pratique et que sans doute il valait mieux donner de l'argent à des associations de juristes qui se mettaient au service des victimes. Mais comme à chaque fois que j'ai des doutes, je me demande aussi si ce n'est pas tout simplement une excuse pour ne pas accomplir mon travail quotidien. En effet, je peux trouver 1000 raisons pour ne pas accomplir ma tâche quotidienne. Et donc, j'ai cette espèce de petite voix qui me dit de me méfier. Peut-être que la sollicitude que j'ai pour le monde ne serait qu'un prétexte pour ne pas écrire ce que je dois écrire. L'habitude joue vraiment un grand rôle dans beaucoup de domaines. Je me souviens d'une discussion que j'avais avec mon ex-femme. Il y a très longtemps, j'ai été marié brièvement et elle était absolument stupéfaite de voir que je pouvais me mettre au travail après une dispute que nous avions eue. Elle me demandait « Mais comment peux-tu travailler après la dispute que nous venons d'avoir ?» Et je n'avais pas de bonne réponse, sauf que travailler, écrire, c'est ce que je fais. It's 10 o'clock. That's what I do. It's time to go to work. Il est 10 heures du matin, je m'y mets. Du soir, mais... Du soir, je m'y mets. Oui. Pendant ce temps-là, Richard a enlevé sa veste. Ça a mis du temps, je pensais qu'il se déshabillerait un peu plus vite, mais bon. Jeffrey, vous avez dit récemment à des confrères du Zarok, je les cite parce qu'il n'y a pas de raison a priori, on peut me reprocher de ne pas m'attaquer à mon époque, comme peut le faire un Houellebecq, mais je ne fais pas ça par manque de courage, je crois que je le fais par pudeur. J'ai besoin de voir les choses commencer, vivre et s'achever devant moi pour en tirer une sève romanesque. Est-ce que c'est une façon de... Est-ce que c'est une excuse un peu... Est-ce que c'est une excuse pour affirmer votre désengagement ou votre manque d'engagement?
Oh my. I'm not sure how to answer you. I usually think about any large questions that come out of writing fiction, be they political, moral, or philosophical. I usually put them to the side when I'm beginning a piece of fiction and when I'm imagining the world. And I try to pay very close attention to the characters and what is happening to them. I find that if I do that, I almost always arrive at a story that involves morality and politics, and sometimes, if I'm lucky, philosophy. But I never start with the large idea and try to stuff it into my characters. I kind of observe people, observe myself, the things I'm feeling, and let it percolate up from the bottom. So when I make a statement that appears to be recalcitrant or retreating in the face of reality and the writer's need, or I guess I could use the word responsibility to address the current moment, I usually just don't surge forth with that idea because it fills me with a kind of virtue and intention that I actually might not possess, and I'd rather that it just gets mixed up and expressed indirectly in my work. So that's how I go about writing about anything that finally can be an issue. I'm often surprised that my books do end up having a political stance. I was, very much surprised with Middlesex that in the letters I got from readers who happened to be intersex or transgender, I didn't expect it to be part of their lives and part of their struggle, because I was just trying to write from inside this character. So it seemed to work there, and it's been a process that I've continued to use. Toutes ces grandes questions que l'on peut se poser quand on commence à écrire, des questions de politique, de morale, de philosophie, ce que je fais, c'est que je les mets de côté et que je me concentre sur la fiction. Quand je suis en train d'imaginer un monde, je m'attache à mes personnages, à ce qui les anime, à ce qui leur arrive. Et je me rends compte que très souvent, de cet intérêt que je porte à mes personnages, dans cet intérêt se trouvent traiter les questions morales, politiques et parfois, quand j'ai de la chance, même les questions philosophiques. Et ce n'est pas l'inverse. Je ne pars pas des grandes idées, mais je pars des personnages, des personnes, de ce qui leur arrive, de leurs sentiments. Et si on peut parfois me trouver peut-être un petit peu retiré ou récalcitrant quant à mes opinions politiques, face à la réalité, à ce que certains pourraient appeler la responsabilité de l'auteur, c'est parce que je ne prétends pas posséder cette vertu ou cette intention et que je préfère de loin l'expression indirecte. Je suis d'ailleurs moi-même le premier surpris parfois par le contenu perçu comme politique de mon travail. Middlesex, par exemple. Quand j'ai reçu le courrier des lecteurs intergenres, transgenres, je me suis rendu compte à quel point ce livre traitait de questions qui les touchaient, alors que moi, j'avais eu vraiment l'impression de ne m'intéresser qu'à l'expérience intérieure, au vécu de mes personnages. Or, il se trouve que j'avais abordé de manière indirecte les grandes questions qui les touchaient. Colson, j'ai quand même cette question parce que ça revient. Quand il y a eu le conflit avec l'Irak, quand Bush a ordonné d'envahir l'Irak, justement à cause de ces fameuses armes de destruction massive inexistantes, mais il a trouvé quand même un alibi, à cette époque-là, l'Angleterre a suivi et on avait pratiquement toutes les semaines dans la presse internationale des chroniques de John le Carré, qui est probablement le plus grand écrivain anglais vivant et qui vraiment... presque toutes les semaines, vraiment dans tous les grands journaux, publiaient des chroniques pour dénoncer ça, pour dénoncer cette mascarade. Aujourd'hui, avec Trump, la situation est du même acabit. Alors, il n'y a pas la guerre, certes, pour le moment, mais on ne voit dans la presse, on ne voit réagir que des gens qui ne sont pas écrivains. On voit une star du basket, LeBron James, on voit un quarterback, Colin Kaepernick, qui refuse qui met un genou à terre pendant l'hymne. On entend De Niro, on entend Meryl Streep dont vous parliez tout à l'heure, mais pas d'écrivains,
pourquoi les écrivains sont-ils absents, vraiment absents et j'en entends pas, ou alors c'est parce que je lis pas les bons journaux, mais ils ne sont pas là. I don't know. I mean, I think there's a stronger I mean, I don't know that much about it, frankly, but it seems like European fiction writers and poets seem to take to the editorial pages more naturally than American writers. Personally, I wouldn't want to ask an American writer anything except how many naps a day do you take and where can you get a standing desk. If I have something I want to say, I put it in a book. Je ne saurais pas vraiment répondre, mais j'ai l'impression qu'en Europe, les écrivains et les poètes sont plus portés à se manifester dans la presse. Les questions que j'imaginerais qu'un journal poserait à des écrivains aux États-Unis seraient plutôt combien de siestes vous faites par jour ou comment est arrangé votre bureau, enfin ce genre de choses. I would also just add that there have been a couple of really good anthologies that have come out since Trump was elected, and I don't know whether you would have access to them here in France. But just for the record, a wonderful book called "It Occurs to Me That I Am America" came out last year. I thought that was terrific, and John Freeman's collection. I want to say, now the title has slipped my mind, but I think it's called The Two Americas. Both of those books were published post-Trump, and they are mostly writers. There are a few cartoonists and others in there, but I don't think it's quite fair to say that American writers have not entered the fray. Although I think what Colson said is true, is that our first, those of us who, the reason I know about those books is that I contributed to them, but it just seemed like a more natural thing to do for me to contribute to an anthology than to necessarily publish something in the Atlantic or. Je voudrais ajouter, pour être parfaitement exact, que ce n'est pas tout à fait vrai que les écrivains américains sont complètement absents de la dénonciation générale. Par exemple, et pour votre information, parce que je ne suis pas du tout sûre que ce soit paru en France, 2 anthologies sont parues depuis l'élection de Donald Trump. La première a pour titre je m'aperçois que finalement je suis américain. Et l'autre est l'anthologie de John Freeman qui s'appelle Les Deux Amériques. Et la raison pour laquelle je suis au courant de ces anthologies, c'est parce que j'ai participé à l'écriture de certains textes dans ces 2 anthologies. Et je pense que, comme le disait Colson, la réaction la plus naturelle d'un écrivain, c'est d'abord d'écrire plutôt en contribuant à une anthologie qu'en s'exprimant dans les journaux, dans la presse. Oui, vous êtes d'accord tous les deux, mais en même temps, il est grand et baraqué, donc vous allez me dire ça. Hein, Richard? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Michael? Yeah, I mean, I think that I feel like I've been deluged since Trump was elected with opportunities to contribute a piece here or a piece there, right? It may just be that the editorial pages aren't what they used to be. I don't know if people don't really read newspapers that much anymore. I don't know if that has something to do with it, but there are different venues now, and I feel like those venues are full of writers writing things. It's also true that I'm not sure we have a writer quite like John le Carré, and I say someone who's both such a mega best-selling writer whose books are in every airport spinner rack of paperback books all over the world, and is also such a fine writer, a master. He has a kind of unique status, even in England, perhaps. So people might tend to pay more attention or to notice when he's on the op-ed pages than when whoever his equivalent might be in the U.S. is there. En fait, je pense que j'ai été littéralement submergé d'occasions de contribuer tel ou tel article à la bonne cause.
Mais peut-être aussi, faut-il tout simplement se dire que les chroniques ne sont plus ce qu'elles étaient en temps. Et puis d'ailleurs, qu'il y a encore les journaux. Maintenant, il y a toutes sortes d'autres forums sur lesquels des voix s'expriment. Et sans doute y a-t-il là beaucoup de bonnes choses qui sont publiées. John le Carré a un statut relativement exceptionnel en ce que, à la fois, c'est un auteur à grand succès. On trouve ses romans sous différents formats dans tous les aéroports du monde, et c'est en même temps un excellent écrivain. Et en cela, il a vraiment un statut très particulier. Et peut-être que quand le Carré publie quelque chose dans les journaux, eh bien, il y a plus d'attention est accordée à ce qu'il dit. And I think, the sort of writers I'm sort of following on a regular basis in the newspapers are the reporters who are really sort of doing the work to expose Donald Trump for who he is and his administration. David Fahrenholt at the Washington Post, who is with the calculator counting up receipts to see where the money's going at the Trump Hotel. People like Adam Serwer at the Atlantic Monthly, who are placing Trump's victory in context with other sort of racialized elections. The people at the New York Times and the Washington Post who have been doing all these sort of exposés about sexual harassment and assault and the Me Too movement. I think there's a lot of people who are not writing, who aren't novelists. They're daily writers, working every day to advance our sort of attack on what's going on. Je crois que au quotidien, il y a des journalistes qui écrivent et qui parlent des attaques qu'on subit. Les journalistes du New York Times et du Washington Post qui ont beaucoup écrit, qui couvrent beaucoup toutes les questions d'harcèlement sexuel et tout le mouvement MeToo. Et puis aussi des journalistes comme David Fernball au Washington Post, Adam Sewers à Atlantic Monthly, qui a couvert toutes sortes de problèmes sur les élections. Et voilà, c'est peut-être ces voix-là que j'écoute et que je lis. Oui, parce que l'argument de la presse écrite qui n'est plus lue, cher ami, il y a le web quand même. Yes. That's true. I'm just not sure about the op-ed part of it. The opinion page. I mean, but even so, I feel like I'm not sure. I think maybe it's just a question of someone like John le Carré really standing out, because I feel like lots of writers of various kinds, not just novelists, nonfiction writers, writers who are not daily journalists but are creative writers of one kind or another, have published lots of opinion pieces that get circulated and passed around and have crossed through my email inbox and so on. But I think I'm not sure. I think I agree with Colson. I think the work that's being done by, maybe it's naive to think there's any kind of an upside to this horrifying situation, but it does seem like the press, which is under attack, and freedom of press is under attack at this time, at least in some instances, some outlets, they really seem to rise to the occasion. And there was a too cozy a relationship between the press and the political power in the United States for a long time, and that coziness is gone. And the Washington Post in particular, it's been really, as someone, I grew up in Washington, D.C., I grew up at the time of Watergate, reporting when the Post was in that particular heyday, and then it seemed to kind of get very sleepy, and the reporting that was done around by the Post and the Times around the Iraq War was often shameful, and that seems to really have changed. There's been in a sense, Trump is right. They are out to get him, and thank goodness. They should be. Oui, je comprends ce que vous dites, mais je ne suis pas certain que mon argument ne tienne pas pour autant.
John le Carré reste une voix exceptionnelle. Et il y a vraiment énormément de choses qui sont publiées, pas simplement par les écrivains de romans, ni d'ailleurs par ceux qui s'intéressent essentiellement, écrivent essentiellement sur l'actualité, mais par toutes sortes d'auteurs qui publient leur opinion, qui font entendre leur voix. Je suis d'accord avec Colson, peut-être est-il naïf d'espérer que cela fasse une vraie différence. Mais nous sommes à une époque où les médias, la presse écrite est véritablement sous siège. Et on peut dire que certains journaux ont vraiment relevé le défi. La relation entre presse et pouvoir était devenue un peu trop confortable. Et on peut dire que cette époque-là est vraiment révolue. Je me souviens du Washington Post à son heure de gloire. J'ai grandi à Washington DC quand j'étais enfant. C'était l'époque du Watergate. Donc vraiment la meilleure époque du Washington Post. Et puis après, c'est devenu un peu plan-plan. Et on peut dire que, par exemple, la manière dont la guerre en Irak a été couverte par le Washington Post était carrément décevante. Donc il y a là un vrai changement qu'il faut saluer. Et on pourrait même aller jusqu'à dire que Trump a en fait raison quand il prétend que la presse lui est hostile. Oui, la presse veut sa peau. Ça n'a rien à voir, mais puisqu'on a commencé avec le Pulitzer, je voulais savoir les uns et les autres si vous avez... Parce qu'on a un invité, un parrain de cette édition d'America qui est John Irving. Il n'y a pas une interview, il n'y a pas un moment où John Irving ne fasse pas mention de son maître. Donc je voulais savoir, parce que j'oublie son nom, donc je ne vous dis pas son nom, parce que je viens en posant la question, je l'oublie, ça va me revenir. Kurt Vonnegut, voilà. À chaque fois, il cite Kurt Vonnegut en disant je dois ma carrière, je dois ce que je suis encore aujourd'hui, à plus de 70 ans, à ce type. Est-ce que vous, les uns et les autres, vous avez ce genre de figure comme ça au-dessus de vous? Est-ce que vous avez un modèle? Est-ce que vous avez une personne à laquelle vous avez pensé quand vous avez eu ce prix? Richard. Well, one of them certainly is the person who gave me, I think, either the second or third endorsement that I ever got as a writer, whose name is John Irving. So, the first person to ever give me an endorsement was a writer that we lost about a year and a half ago, Howard Frank Mosier, who was a wonderful writer and incredibly generous to other writers, and a masterful storyteller. And Howard and I communicated, almost from the moment that he gave me that very generous endorsement. We remained friends over the years and sent each other letters and newspaper clippings. We both loved police logs. And where Howard lived up in northern Vermont, they had the most wonderful police logs. And every month or two, he would send me clippings from the local paper, people doing absolutely lunatic things. And I used at least half a dozen of them in my two Fool novels. Nobody's and Everybody's Fool are absolutely peppered with things that Howard Frank Mosier sent me over the years. Boy, we all have lots of debts, don't we, as writers, and most of them you can't pay back. You can only pay forward. Alors, le deuxième ou le troisième écrivain qui a eu la gentillesse d'écrire de belles choses sur moi et de me reconnaître comme écrivain, c'était un certain John Irving. Mais le premier auquel je songe, le tout premier, s'appelle Howard Frank Mosier, qui nous a quittés il y a 1 an et demi, qui était un conteur exceptionnel, un merveilleux écrivain et d'une générosité absolument sans faille. Nous sommes restés amis pendant des années et des années. Il habitait dans le nord du Vermont et on s'envoyait des lettres, on s'envoyait surtout des articles de journaux qu'on avait découpés. Il adorait en particulier tout ce qui était rapport de police. Et il m'envoyait des trucs drôlissimes tous les 2 ou 3 mois où je pouvais lire les choses les plus démentes que peuvent faire les gens, les choses les plus folles, les plus dingues. Et j'ai réutilisé au moins
au moins la moitié, au moins une demi-douzaine de ces anecdotes dans mes 2 livres qui, en anglais, comportent le mot fool dans le titre, dont le dernier qui est à Malin, Malin et demi. Donc j'ai réutilisé ces anecdotes systématiquement. Mon Dieu, que de dettes nous avons, nous écrivains, envers les uns et les autres, surtout quand les gens sont aussi généreux que l'était cet homme-là. Colson, même question. Sure. I don't know. I mean, I think I want to start writing because I used to stay indoors and not go outside. I would watch TV and read comic books and science fiction. And I read a lot of Twilight Zone. And I think there's a lot of Rod Serling in the Underground Railroad. I think Cora in the book gets on this Underground Railroad and is in the Twilight Zone. She's left our reality and has gone to this sort of alternative, fantastic space. And so I've written books that are realistic and books that have fantastic elements. And when I started reading people like Gabriel Garcia Marquez and Beckett, folks who were highbrow writers but used the fantastic, I saw a link between the horror and science fiction and fantasy writers I grew up reading. And so I think it was Rod Serling that sort of made me think that science fiction was a okay tool to use to tell stories, and I think it's served me well over the years. So thanks, Rod Serling, for Twilight Zone and the Night Gallery, and for the skinny suits. He was a dapper man. Alors oui, je remercie Rod Serling de Twilight Zone qui m'a montré que la science-fiction, ça pouvait aussi être de la littérature, et je le remercie pour Twilight Zone et aussi pour les tenues moulantes. Quand j'ai commencé à écrire, c'était une époque où je restais beaucoup à la maison, je regardais la télévision, je lisais des BD, je regardais Twilight Zone justement. Et en fait, dans Underground Railroad, le personnage de Cora, d'une certaine façon, elle rentre dans la Twilight Zone quand elle rentre dans le train. Et j'ai écrit des livres réalistes, j'en ai écrit de fantastiques. Des gens comme Gabriel Garcia Marquez et Beckett m'ont vraiment intéressée parce que ce sont des écrivains d'un très haut niveau et puis qui ont aussi un élément de fantastique et qui m'ont montré qu'on pouvait jouer de ces 2 niveaux. Michael? I'm tempted to say Sir Arthur Conan Doyle because Conan Doyle was the first writer whose work I fell in love with, who wrote for adults, not for children. And he was really the transition for me from reading primarily children's literature to reading literature intended for older readers, and I fell very completely in love with the Sherlock Holmes stories, but that's more about being a reader in some ways than being a writer. And I think that the true answer would be a writer's name is Nicholas Meyer, who wrote right at the moment when I was 11 years old or 12 years old, right at this moment, he wrote this novel called The 7% Solution. That was a Sherlock Holmes novel that was written in the style very much as a pastiche, or just pastiche makes it sound a little more frivolous. It was just a plain old Sherlock Holmes novel in the voice of Dr. Watson, and in it, Watson decides to get Holmes treated for his cocaine addiction by taking him to Vienna to be treated by Sigmund Freud. And I loved this book, and I had run out of authentic Conan Doyle material at this point, so it came right when I needed it, and so I loved it in itself as a piece of Holmesiana, but even more, it blew my mind, and I remember thinking to myself, wait, you can do that? You can write your own? If there's not enough of what you love, you could just make more yourself? And immediately I was inspired. I mean, it coincided, and maybe Mrs. Sylvia Good, my 7th grade English teacher, should get credit too, because then right at that moment, she assigned the class that we had to write a short story. And
I wrote a Sherlock Holmes story that was narrated by Dr. Watson, and that was about Holmes and Watson teaming up with Captain Nemo from 20,000 Leagues Under the Sea to fight Professor Moriarty. And that experience then as a writer of trying to write like Watson, right? You know, Conan Doyle writing as Watson, to try to figure out, to look at the language of the Sherlock Holmes stories and say, you know, what, this is very recognizable, I would know this prose anywhere, but what is it that makes it so distinct? And look at the diction and the Victorian diction and the setting and details of, you know, train cabins at the time and so on. Trying to pay attention to everything that went into making it what it was the first time I ever really looked at language and took it apart and analyzed it, because I was trying to make my own. And I really do feel that on some level, I mean, nowadays that we would recognize it immediately as fan fiction. And that's the fan fiction impulse, I think, at root is you just want to make more of what you love. And you wish there were more, so you make it yourself. And for me, that's, even though I'm no longer directly trying to, I'm not using characters that were created by another writer, and I'm not using situations and settings that were created by another writer, I do still feel on some level that I'm just trying to make, when I'm writing, I'm making more of what I love to read. And, you know, looking for books that haven't been written, there's a little sliver opening on the shelf of the library for the alternate history Jewish hard-boiled detective novel. You know, like there's a little missing spot right there, and that's the spot I tried to fill with my book, The Yiddish Policeman's Union. Pour répondre à votre question, j'ai envie de dire Arthur Conan Doyle. En fait, c'est le premier écrivain dont je suis tombé vraiment amoureux. Parce qu'il écrivait pour des adultes, et j'étais encore enfant, et donc c'était parfait pour accomplir cette transition de la littérature pour enfants vers la littérature adulte. Et donc cela l'a vraiment, a fait que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, la question, cela dépend si on regarde du côté lecteur ou du côté écrivain. Et j'aimerais citer ici le cas de Nicholas Meyer, qui, quand j'avais 11 ans, a écrit un récit qui s'appelle « La solution à 7%. Et ce serait dommage de le qualifier de pastiche, parce qu'en réalité, il reprend complètement la voix de Watson, et il raconte cette histoire où Watson décide d'emmener Holmes à Vienne pour se faire soigner par Freud. J'ai adoré. Et c'était vraiment tout à fait dans l'esprit de Conan Doyle, sauf que j'avais déjà tout lu, donc il me fallait autre chose. Donc j'ai beaucoup aimé ce récit, non seulement parce qu'il se situait dans un univers que je connaissais bien, mais surtout parce qu'il m'a fait comprendre qu'on pouvait créer d'autres choses, qu'on pouvait en faire davantage. Quand on aimait beaucoup, il suffisait d'en faire plus. Et j'aimerais ici rendre hommage à ma prof d'anglais au collège, Madame Sylvia Good, qui, pile à ce moment-là, a décidé de nous donner comme devoir l'écriture d'un récit. Donc j'ai emprunté la voix de Watson et j'ai inventé une histoire où Watson et Holmes s'allient au capitaine Nemo pour combattre le vilain Moriarty. Cela m'a appris à retrouver la voix de Watson, à me l'approprier. Et qu'est-ce qui rend cette voix si identifiable? Pourquoi est-elle une voix unique, qui n'est pareille à aucune autre? Cela m'a donc amené à réfléchir pour la première fois au langage, à comprendre cette diction tout à fait particulière, cette tournure d'esprit victorienne, l'attention portée au décor, le soin prêté aux détails d'un compartiment de train, par exemple. Donc cela a été une révélation parce que je me suis rendu compte pour la première fois qu'en analysant ces éléments, je pouvais moi-même produire cette voix. De nos jours, on dirait que c'est de la fanfiction. Et il est vrai que c'est là quelque chose de fondamental. La fanfiction, c'est ce qui repose sur l'instinct d'écrire, de prolonger l'histoire quand on a déjà tout lu. Donc maintenant, évidemment, j'ai cessé d'opérer de cette manière. Je ne suis plus en train d'emprunter une voix ou un personnage qui existe déjà, mais je pense que j'ai retenu cet instinct premier qui consiste à vouloir prolonger le récit.
D'ailleurs, quand je cherche une idée de roman, je me demande quel est un livre qui n'a pas encore été écrit, un récit qui est un autre récit d'une réalité connue, par exemple celle d'un détective juif. Et dans ces cas-là, quand j'ai identifié cette addition nécessaire, eh bien, j'écris le livre. C'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à mon roman, Le Club des policiers yiddish. Jeffrey, vos modèles, vos influences? Yes, I could answer that question in three ways. Unconscious, conscious, and personal. Sometimes your influences are unconscious. They happen so early in your life that you're not aware of them. With me, it happened with my first novel, The Virgin Suicides, is told in a first-person plural voice, a we voice, a group of boys that are remembering their adolescence. And I liked the effect of the voice, and I wrote the novel. And when it was finished, people asked me where I thought of that voice, and I wasn't sure where I'd gotten it. And then it occurred to me that in middle school we'd read A Rose for Emily by William Faulkner, which was the first time I'd encountered a first-person plural. And in his story, it's the town telling the story. And I began The Virgin Suicides that way with the town, and then little by little I realized that most of the heat was being generated by any time a teenage boy came on the scene. So I sort of narrowed the focus to the teenage boys. But I wasn't aware of that being my impetus. It was so long ago that I'd almost forgotten about it. More consciously, I was influenced, or you could say ruined, by Portrait of the Artist as a young man. I'm half Irish and half Greek by heritage, and then I came across this character named Stephen Dedalus, who's Irish, but he has this weird Greek name, and I identified with him, ridiculously a lot, I have to say. And he ends the book assuming the noble mantle of art, and I was about 15 or 16 when I read the book, and I thought, this is what I want to do. I want to be a writer too, and just decided, based on that book, at the level that someone gets inspired by a baseball card almost, that I wanted to become a writer. And then later on in college, when I started reading Ulysses and paying attention to it, I came across the same character, Stephen Dedalus. And he has no money, he's living in what is effectively a squat. And I began to wonder if this was maybe such a good idea. And on just a personal level, I hesitate to tell this anecdote because it involves footwear again. I don't know, it's not really such an obsession of mine. But I had no, and I won't mention any other articles of clothing because I know you're susceptible. I had a teacher named John Hawkes at college. I read his stuff. I tried to read it in high school. I didn't understand it. The prose was incantatory and intoxicating to me, and so I went to study with him at college. And he became such an idol for me during college that I would sit next to him in the workshop and just observe him, try to figure out, how do you become a writer? My origins were not literary at all. I just didn't know how you did it as a life. So I always examined him. And one day he was sitting next to me, and I was just looking under the chair, and he said, "You even want to know what shoes I wear?" And it was the most embarrassing moment because he had caught me in my idolization. But part of it, the point of it is, part of that has always been watching writers and how they live, not just how they write, but how they operate, and how can you find a way to follow in their footsteps. So he provided that. I actually never did buy the kinds of shoes he wore, but I did try to have his life. What kind of shoes were they? I don't remember. He had some nice blue turtlenecks that I like. Those I remember. I think they were sort of hush puppy-ish. I was going to say hush puppies. 70s. I knew it. Providence kind of hush puppy. Yeah. It went with the teak furniture. Alors, je peux répondre à votre question sur les influences à 3 niveaux. Le niveau inconscient, le niveau conscient et le niveau personnel. Sur le niveau inconscient, ça nous marque souvent tellement tôt dans notre vie qu'on ne s'en souvient pas tellement, et c'est ce qui apparaît dans mon livre Virgin Suicide.
où on entend ce groupe d'enfants adolescents, on a cette voix qui est un sujet pluriel, l'auteur pluriel. Et quand j'ai réfléchi à d'où venait cette voix, je me suis rappelé avoir lu au lycée A Rose for Emily de William Faulkner, où c'est la première fois que je rencontrais ce sujet qui est un personnel pluriel, puisque c'est la ville qui raconte l'histoire. Et dans mon livre, c'est l'arrivée d'un jeune garçon adolescent qui met la ville en ébullition, et par conséquent, plutôt que tous les habitants de la ville, j'ai fait parler le groupe des garçons adolescents de la ville. Mais l'influence vient de tellement tôt dans ma vie que je n'en ai pas le souvenir conscient. Au niveau conscient, c'est le portrait de l'artiste. En français, je crois que c'est Stephen Dedalus, le titre. Stephen Dedalus. Portrait of the Artist Young Man de On Joyce. trouve cet auteur qui à la fois est grec et irlandais, et ça ce sont mes origines à moi, grecques et irlandaises, et on retrouve ce jeune irlandais qui a un nom impossible grec. Vous imaginez à quel point moi je me suis identifiée à ce personnage. J'avais 15-16 ans à l'époque, et c'est ce livre qui m'a donné envie de devenir écrivain, un peu comme beaucoup de jeunes garçons ont envie de devenir des joueurs de baseball parce qu'ils s'identifient à un joueur de baseball. Et puis j'ai retrouvé ce même personnage un petit peu plus tard dans un autre ouvrage où on le retrouvait sans un sou, vivant dans un squat. Et là, je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Et ensuite, sur un niveau plus personnel, et j'hésite à raconter cette histoire parce qu'encore une fois, on va parler de chaussures. Et Richard Russo dit « je ne les enlèverai pas cette fois ». Et Jeff lui dit « et je ne parlerai pas d'autres articles vestimentaires parce que je sais à quel point tu es susceptible ». Bon, on s'arrête là. J'ai eu à l'époque du lycée un professeur qui s'appelait John Hawkes. Et j'ai essayé de lire ce qu'il écrivait, mais j'ai trouvé ça, quand j'ai essayé de lire la première fois, trop ardu, une écriture trop incantatoire. Et donc je m'y suis remis à l'université. Et John Hawkes est arrivé et a commencé à enseigner un semestre à l'université. Et il est devenu une véritable idole. Donc je m'asseyais à côté de lui et j'essayais de comprendre, mais comment fait-il, comment faire, comment moi, qui viens d'un milieu très différent, comment moi je peux devenir écrivain. Et donc je l'examinais sous toutes les coutures. Et un jour où j'étais assis à côté de lui et où je me penchais vers ses pieds, il s'est relevé en me disant « tu veux quand même pas savoir quelle marque de chaussures je porte ?» Et là, je me suis sentie absolument mortifiée parce qu'en fait, je ne faisais pas que l'observer en tant qu'écrivain, mais je l'observais dans son fonctionnement. Je n'ai jamais acheté des chaussures de la même marque, je vous le dirai. Apparemment, c'était des Hush Puppies des années 70, très stylées Providence. Mais en tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir jamais eu envie d'acheter de telles chaussures. Alors, on arrive au terme de cette rencontre. Il y en a qui vont aller se coucher. Je voulais dire une chose, c'est que je m'attendais. Enfin, j'ai eu la chance de rencontrer individuellement chacun de ces bons hommes. Je trouve que pour des types qui ont une carrière comme la leur, avec ce fameux prix et autres, ils ont un humour assez incroyable. Vraiment, les quatre, ce qui est quand même assez rare, en général, c'est un. Et puis, il y a quelque chose qui me frappe aussi, c'est que pour les avoir lus comme vous, j'imagine, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que voilà, je retiens, quand j'ai lu, c'était il y a un an, alors heureusement, on n'est pas totalement liquide, on a un peu de mémoire, le livre de Colson, le personnage de Cora reste, c'est quelque chose, pour moi c'est un test, c'est-à-dire que voilà, on lit beaucoup de livres quand on est critique littéraire, et on en oublie beaucoup, et heureusement. Quand j'ai lu Underground Railroad, Cora, petite sœur d'Anne Frank, quelque part, dans son grenier, je ne l'ai pas oublié. Quand je lis Richard, le premier livre, et le dernier 20 ans après, Sally est toujours là. Sally, c'est Paul Newman, mais c'est Sally, on ne l'oublie pas. C'est un personnage qui ne vous quitte pas. Quand on lit les extraordinaires aventures de Cavalier Clay, les deux cousins, Joe et Sammy, on ne les oublie pas. Et quand on lit Middlesex, Calliope, on ne l'oublie pas non plus. Donc je pense que tous ces romans, ces 4 romans, je ne peux que vous inviter, si vous ne les avez pas lus tous les 4, à les lire tout simplement, parce qu'ils ont eu un prix, mais pas que, et que même sans le prix, c'est des livres formidables, et que ces 4 bons hommes là, c'est des types formidables. Et je voudrais que vous les applaudissiez. Merci. Merci.